Derrière ce téléphone, Axel, et derrière tous nos ordinateurs, il y a des pionniers de la science informatique, des personnalités phares dont le travail nous a permis et nous permet aujourd'hui d'avoir le monde au bout de nos doigts. Tout de suite, on vous présente 5 de ces superstars de l'informatique. C'est parti. Avec nous pour faire ce top des personnalités des sciences numériques, Nathalie Revol et Florent Masseglia d'INRIA. Ça va? Je ne me suis pas trompée, c'est ça. Bienvenue parmi nous, bienvenue à la fête de la science. Nathalie, dites-moi, la première personnalité que vous avez choisie, elle n'est pas toute jeune, hein? En effet. Je crois qu'on va avoir une image. Allez-y, je vous en prie. Le premier savant, le premier ancêtre de l'informatique dont on voulait parler, il a exercé en l'an 800 à peu près, donc il y a 1200 ans. Il s'agit d'un savant perse qui travaillait à Bagdad dans un joli lieu de science qui s'appelait la Maison de la Sagesse, et son nom c'était Al-Khwarizmi. Le travail d'Al-Khwarizmi, c'était d'effectuer des calculs en astronomie, en géographie, et aussi des calculs de la vie courante, par exemple des partages lors d'héritage ou des calculs de surface. Il a écrit un traité dans lequel il a décortiqué les méthodes de calcul, étape par étape, pas par pas, et son traité s'appelait Aljabre wal Mukabala. Désolé pour l'accent. Donc aljabre, vous reconnaissez peut-être ce mot, c'est le mot algèbre. Effectivement, il a travaillé en algèbre, il a expliqué comment résoudre les équations du second degré, par exemple. Et je suppose que vous connaissez aussi les chiffres arabes. Eh bien, c'est Al-Khwarizmi qui a contribué à faire connaître les chiffres indiens. Alors, les chiffres indiens allaient de 1 jusqu'à 9. Et si je résume l'histoire, il a rajouté le 0, il a expliqué comment calculer avec tout ça. Et il a écrit un autre traité pour expliquer comment on faisait ces calculs. Et ces traités ont été traduits en latin 300 ans plus tard. Et quand on a traduit le nom de l'auteur, on a traduit par algorithmie. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien oui, c'est monsieur Al-Khwarizmi ou algorithmie qui a donné son nom à nos algorithmes. D'accord, mais alors ces algorithmes, Nathalie, ils ont fini par être programmés sur des machines. Donc dites-moi, qui est le premier programmeur de l'histoire? Vous allez être surprise, Élodie. Le premier programmeur était une programmeuse. Ah, c'est pas mal. Lady Ada Lovelace, qui vivait en Angleterre il y a 200 ans. Et c'est la fille du poète Lord Byron qui est devenu fou. Et donc, pour protéger sa fille de la folie, la mère d'Ada Lovelace lui a fait enseigner les mathématiques et la musique. Alors, je vous rassure, Ada Lovelace aimait les mathématiques et la musique. Elle a continué à l'âge adulte. À l'âge adulte, elle a aussi rencontré quelqu'un qui s'appelait Charles Babbage et qui a inventé une machine assez sophistiquée pour faire des calculs, comme des calculs de marée, par exemple. Mais Ada Lovelace, encore plus que Charles Babbage, a compris le potentiel de la machine et le fait que cette machine puisse manipuler pas seulement des nombres, mais aussi des symboles. Et elle a traduit une sorte de mode d'emploi de la machine de Babbage et elle a rajouté ses notes personnelles. Et elle a rajouté tellement de notes qu'à la fin, c'était 3 fois plus gros que le texte de départ. Et dans ces notes, on a une première note un peu prophétique qui dit qu'avec ce genre de machine, on pourra traiter aussi de la musique et de la parole. Et puis elle avait une note plus technique où elle explique comment calculer les nombres de Bernoulli. Donc je ne vais pas détailler les nombres de Bernoulli, mais simplement dans cette note, elle explique qu'on peut utiliser des variables. Elle explique aussi à la machine comment effectuer une boucle, qui est une brique de base de la programmation. Donc Élodie, si je vous demande d'avancer de 5 pas, vous allez faire 5 fois, répéter, j'avance d'un pas. Voilà, vous répétez. Mais là, je vais tomber, donc voilà. Je repars en arrière. Et vous avez effectué une boucle 5 fois, j'avance d'un pas. D'accord. Et elle a aussi compris comment on pouvait fabriquer des sous-programmes, c'est-à-dire des petits programmes qui vont servir de briques de base pour fabriquer des programmes plus gros. D'accord. Et donc, Ada Lovelace, en un sens, a fait le lien entre les algorithmes qu'on a vus juste avant et la machine de Charles Babbage. Bon, bah alors là, si je ne me trompe pas, on est au 19e, on est d'accord, on est encore au 19e, mais il faut attendre encore un moment pour voir les premiers ordinateurs. Ça, c'est Alan Turing, c'est ça? Alors effectivement, on aurait pu voir des ordinateurs un siècle avant leur arrivée effective. Et l'arrivée des premiers ordinateurs, on a très envie de l'associer au nom de Alan Turing et de son équipe. Et Alan Turing s'est beaucoup inspiré d'ailleurs des travaux de Ada Lovelace et de Charles Babbage pour proposer des choses sur la notion de calcul. Il travaillait sur ça, Alan Turing, sur cette notion de calcul. Alors, vous savez faire des additions, vous savez faire des multiplications, je pense. Et donc, est-ce que, par contre, vous sauriez décrire
ce qu'est une addition, une multiplication, l'expliquer, décortiquer ce mécanisme-là. C'est ça sur quoi a travaillé Alan Turing. Il a voulu modéliser cette notion de calcul. Et il a un CV incroyable, ce Alan Turing, et dans lequel on trouve plusieurs choses. Il y en a deux que j'ai envie de mentionner ici. A contribué à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et à poser les bases de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. En travaillant justement sur cette notion de calcul, en modélisant cette notion de calcul. Et il a proposé une machine qui est complètement conceptuelle. En fait, elle n'était pas destinée à être fabriquée du tout à la base, cette machine. Elle était là pour expliquer ce qu'est un calcul. Et cette machine, elle est complètement stupide, finalement. Elle utilise un ruban sur lequel on trouve des caractères, des symboles, des lettres ou des 0 et des 1. Et elle ne sait faire que quelque chose rudimentaire. Elle avance à droite ou à gauche sur le ruban dans lequel il y a des cases. Et pour chaque case, elle va lire le caractère qui est inscrit ou bien inscrire un caractère. Et avec ces éléments-là, il montre qu'on peut fabriquer une machine pour faire par exemple des additions, une autre pour faire des multiplications. Mais surtout, la vraie rupture, c'est quand il a montré que on pouvait fabriquer une machine, enfin concevoir une machine qui allait imiter toutes les autres. Il appellera ça la machine universelle. Et pour ça, sur le ruban, on doit indiquer à la machine ce qu'elle doit faire pour imiter les autres machines. Et en fait, une machine comme ça, qui va lire ses instructions sur un ruban pour devenir une machine à faire n'importe quoi, pour peu qu'on sache lui expliquer, aujourd'hui, on appelle ça un ordinateur. D'accord. Donc ces 0 et ces 1, c'est un peu à Turing qu'on les doit finalement, c'est ça? Entre autres. Mais ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, parce que programmer un ordinateur avec des 0 et des 1, ça doit prendre du temps, quoi. Grave. C'est pas pratique du tout. Alors ça, c'est quelque chose sur quoi a travaillé Grace Hopper. Grace Hopper, avec son équipe, manipuler les premiers calculateurs électromécaniques. Elle était amiral de la marine américaine. Et dans ces calculateurs, il fallait placer les commutateurs sur 0 ou 1, on ou off en fait, pour pouvoir réaliser les calculs. Complètement barbant, long, fastidieux, épuisant. Et donc, elle a voulu proposer une notion qui est celle de compilateur. Passer de ces 0 et des 1, on-off, à un langage qui est proche de l'humain. Et ce langage-là, par exemple, je vais lui dire multiplie 3, 2, et il va transformer ça en instructions qui vont répondre 6, évidemment, additionne 3, 2, ça va répondre 5, etc. Ce compilateur, il va prendre donc un programme écrit dans un langage proche de l'humain, dans une syntaxe et une grammaire qui sont extrêmement rigoureuses, évidemment, et il va transformer ça dans des instructions qui seront réalisées par la machine. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à manipuler des ordinateurs et les programmer sans les 0 et les 1 en question. Et on lui doit autre chose à Grace Hopper, c'est qu'un jour, dans une des cartes perforées, parce que les ordinateurs fonctionnaient avec des cartes perforées à l'époque, elle a trouvé ce qui était la cause d'une panne, un insecte qui était coincé dans un trou de carte perforée. Insecte, en anglais, on le dit bug. Eh ben, vous avez certainement, on a tous utilisé ce mot de bug informatique à un moment ou à un autre, et c'est à Grace Hopper qu'on le doit. Et d'où la petite mouche sur le dessin de Grace Hopper, on est d'accord? Absolument, Élodie. C'est ça, oui, je suis hyper forte, c'est bon ça. Donc si je fais le bilan, on a les algorithmes, on a les ordinateurs, les langages informatiques, les compilateurs, on a à peu près tout là, non? Et si on parlait de Rose Dieng-Koens? D'accord. Rose Dieng-Koens, c'est une informaticienne qui est née au Sénégal en 1956, qui a mené des études brillantes. Et je sais qu'elle en avait un peu assez qu'on le répète, mais je le signale quand même. Ça a été la première femme africaine à rentrer à l'école polytechnique. Et ensuite, elle a été chercheuse en informatique, donc en France, et elle travaillait sur le web sémantique. Web sémantique, ça veut dire qu'on n'a pas seulement un web qui contient que des données, mais qu'on passe à un web de la connaissance. Pour vous expliquer un peu ça, je vais reprendre l'exemple qu'elle donnait très souvent. Si vous faites une requête sur Internet, sur le web, et que vous demandez accident et véhicule, vous vous attendez à ce que ça vous propose des documents dans lesquels apparaissent les mots accident et véhicule, mais vous aimeriez aussi qu'apparaissent les documents dans lesquels apparaissent les mots collision, parce que collision, c'est une sorte d'accident, ou camion, ou scooter, ou bus, parce que camion et scooter et bus, ce sont des véhicules. Donc des choses qui correspondent un peu au champ lexical de ce qu'on demande quand on fait la recherche. Ouais, c'est plutôt de la sémantique, c'est-à-dire sur le sens des choses qu'on donne. D'accord. Donc elle avait anticipé l'importance de passer à un web de la connaissance. Elle avait anticipé aussi beaucoup d'autres choses comme l'importance de la mobilité, donc pouvoir consulter le web sur son téléphone, sur n'importe quel objet.
Malheureusement, elle nous a quittés beaucoup trop tôt, en 2008. Et en héritage, elle nous a laissé quelques mots qui résument bien l'état d'esprit de son travail, qui sont savoir, mémoire et partage. Merci pour ce super top. Et peut-être un petit mot très rapidement avant de continuer la conversation avec Axel. On a vu les personnalités qui ont fait avancer l'informatique jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on en est où? Parce que vous continuez leur travail. Évidemment, la recherche continue. Après des travaux comme ceux de Rose, mais aussi d'autres. En particulier, là on vient de parler de web sémantique, il y a des notions de données qui sont derrière ça. Alors quand on parle de données, par exemple, et c'est qu'un exemple, on a beaucoup de questions qui se soulèvent. On laisse tout le temps des données derrière nous quand on va, par exemple, sur le web, quand on se déplace, quand on va chez le médecin, etc. Et donc, il y a des questions qui se posent par rapport à la confidentialité de ces données, à qui elles appartiennent, qui en fait quoi, qu'est-ce qu'elles deviennent, dans quel format on les traite, etc. Et des sujets de recherche comme ça, il y en a énormément sur la sécurité, sur les transports, sur la santé, sur la biologie, sur etc. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les organismes de recherche sur le numérique, en particulier chez INRIA. Merci Florent, merci Nathalie. Mais je vous invite tout de suite à rejoindre Axel pour continuer cette conversation passionnante. Venez vous asseoir au Forum des Sciences, Nathalie Revol et Florent Masseglia. Alors, vous pouvez venir avec votre micro, mais le mieux, c'est de le poser quand même là-bas derrière. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on vous dise, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est que ces 5 personnalités très joliment dessinées qu'on a présentées là pendant ce top de la science, elles font partie d'une collection de 43 et qui sont un jeu de 7 familles que vous avez élaboré en l'honneur de votre discipline. Vous l'avez emmené. Vous avez que quelques cartes. On va quand même... Ah, on en a d'autres. Bah alors, videz vos poches. Voilà, il est là le jeu. Le jeu qui s'appelle un jeu de 7 familles. Jeu des 7 familles. Voilà. Les 7 familles de l'informatique. Quelle est et comment est née cette idée de faire un jeu de 7 familles pour rendre hommage à votre discipline, Nathalie Revol? C'est moi qui commence. Je pense que je suis arrivée en cours de route, mais on voulait pouvoir présenter un certain nombre de gens. Et je suis arrivée en cours de route, et une chose pour laquelle on a eu beaucoup de difficultés, c'est d'en sélectionner que 42, puisque dans un jeu de 7 familles, il y a 42 personnes. Alors on a triché un peu, on a rajouté un joker. C'est pour ça que j'ai dit 43. Et oui, vous avez raison. Alors je sais quand même faire 6 x 7, mais c'est vrai que vous en avez rajouté un pour essayer de nous piéger. Alan Turing, on n'a pas réussi à le ranger dans une seule famille, oui, parce que ses travaux relèvent de beaucoup de disciplines. Et donc on a rajouté un joker au jeu des 7 familles. Alors normalement, il n'y a pas de joker quand on joue aux 7 familles. Non, mais il était inclassable, lui. Ça montre bien que vous avez beaucoup discuté et qu'à un moment vous avez dit non, on ne peut pas, on est obligé de faire 43. Oui, il y a eu énormément de discussions, effectivement. Et puis, quand on propose un jeu comme ça, on est attentif aussi à des messages comme la parité, la couverture de différents domaines, surtout, on parle de personnalité de l'informatique, on veut aussi pas montrer qu'il y a des génies absolus qui ont fait progresser les choses d'un côté et puis les autres derrière qui suivent. C'est pas ça du tout. Ils ont construit, ils et elles ont construit les uns après les autres, les unes après les autres. Et c'est un travail qui est incrémental, la recherche scientifique. Chacun s'est inspiré des précédents. Et évidemment, il y a des personnalités phares et qui ont énormément compté. Mais c'est aussi le message de dire personne n'est exclu, tout le monde peut se lancer dans la recherche et participer à des travaux comme cela. Alors un jeu de 7 familles, la particularité qui est dans le titre, c'est qu'il y a 7 familles. Et comment vous vous êtes mis d'accord aussi pour couper la discipline en 7 grandes catégories qui sont algorithmes et programmation, maths, informatique, sécurité, confidentialité, système et réseau, machines, composants, intelligence artificielle et interaction homme-machine. Donc ça, c'est pas venu tout seul. Il faut quand même se poser pas mal de questions pour faire ça. Oui. Alors, oui, j'imagine. On y va aussi progressivement en discutant avec les personnages qu'on a sous les yeux et en se disant le découpage il évolue au cours des discussions. C'est marrant parce que ça va peut-être faire penser à ce qu'on appelle des heuristiques en informatique, c'est-à-dire des façons de résoudre des problèmes qui sont progressives où on teste des solutions et on va finir par stabiliser et à un moment dire bon la solution elle est là et maintenant on s'arrête et on est content. Alors on va faire un petit tour parmi les chercheurs français qui sont dans le jeu. Moi, j'en ai compté 9, mais vous allez me dire si je me suis trompé. Peut-être que j'en ai oublié un. Et vous parliez de parité tout à l'heure. Moi, j'ai été heureusement et avec plaisir surpris de voir qu'il y avait plus de femmes françaises que d'hommes dans le jeu. C'est fait exprès ou c'est vraiment un processus itératif qui vous a amené à dire, bon, vraiment,
c'est des femmes. Pour les femmes, en fait, on a eu plus de mal à les mettre sur les grands anciens. Oui, Nathalie forcément. Revol. Et oui. Oui. Et on a choisi parmi les plus récents. Et peut-être qu'effectivement, le fait d'être français, on connaît plus de chercheuses françaises qu'ailleurs. Je ne sais pas. Non, mais on a quand même l'image d'une discipline informatique plutôt geek, plutôt masculine. Enfin, c'est quelque chose que moi j'avais, peut-être je me trompe complètement, hein, mais moi j'ai été content. Je voulais en prendre une au hasard qui s'appelle Jocelyne Trocaz. Vous allez me dire qui c'est pendant que je cherche sa carte. Elle est dans la catégorie maths et info. Est-ce que vous pouvez nous présenter Jocelyne Trocaz, née en 1959? Jocelyne Trocaz, elle est chercheuse à Grenoble. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, elle travaille en interface homme-machine, et en particulier pour accompagner le geste des chirurgiens quand ils préparent une opération. Alors je cherche sa carte pour lire ce qui est écrit dessus. Je l'ai trouvée. Alors, maths informatique, je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'elle a comme petit... On a écrit Hypatie d'Alexandrie. Donc ça, c'est les autres personnages qui sont dans son de groupe. sa famille. Donc on n'a pas vraiment d'infos dans la boîte sur ce qu'ont fait les choix que vous avez fait, ou c'est dans la règle du jeu? On a une notice sur Internet avec une petite bio pour chaque personne. Donc on peut avoir ces informations. On n'a pas juste les noms, mais on a la... Heureusement. Alors, comment on fait concrètement parce que beaucoup de gens sont en train de se dire, il a l'air bien ce jeu, moi j'aimerais bien partir avec. C'est possible? On peut le trouver quelque part? On peut l'acheter? Comment on se procure ce jeu de cette famille? Alors, pour l'instant, on ne l'achète pas, mais on peut se le procurer. Oui, il faut contacter INRIA et les équipes de médiation pour en parler. Absolument, on peut en fournir, par exemple, pour des établissements scolaires ou des structures d'éducation populaire. Et il faut savoir que ce qui est important pour nous, c'est que ce qui vient avec ce jeu, c'est des messages scientifiques, et ça permet de s'initier au sens de l'informatique. C'est pas juste pour jouer à cette famille, en fait. Est-ce que vous avez imaginé une variante qui fait appel à des notions basiques de l'informatique pour jouer un peu différemment avec? Nathalie Revol. Sur la règle du jeu, on n'a rien changé. Par contre, si vous venez sur le stand tout à l'heure, on vous montrera des petits tours de magie qui utilisent de l'informatique et qui utiliseront le jeu de cartes. Vous pouvez pas m'en faire un? Si vous voulez. Ah bah, attendez, je veux 3 personnes. Ok, au pif? Ouais. Oui, on y va. Je vais prendre ça. Je les regarde ou je les regarde pas? Ouais, et vous me les montrez aussi, ça sera sympa. Ah oui, bon, bah alors attendez. On se dit ce qu'on a pris. On a pris Allez. Diffie-Hellman, qui ont travaillé sur la cryptographie avec les publics. Al-Khwarizmi, celui qu'on a présenté. Monsieur Algorithme. Et Anne-Marie Kermarek. Anne-Marie Kermarek, qui est une chercheuse, qui était une chercheuse INRIA en Bretagne et qui a fondé une start-up. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes? Alors, ce que vous allez faire, c'est choisir une des 3 cartes. Oui. Par exemple, vous choisissez Anne-Marie Kermarek. Oui. Je la touche pas. Non, parce que je ne vais pas regarder. D'accord. Donc, si vous choisissez Anne-Marie Kermarek, donc vous la montrez, et puis vous échangez les 2 autres. Oui. Et vous les retournez. Oui. Et vous m'appelez quand c'est fait. D'accord. Bah, regardez ailleurs, alors. Je ne regarde pas. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon? Je crois que j'ai bien fait. Mais je ne parle pas parce que sinon je vais donner des indices. C'est tout bon? Alors, je regarde. Eh bien, on va faire comme un jeu de bonneto. Vous allez les mélanger, les faire tourner doucement. D'accord, je mélange. Il faut qu'on aille vite parce que Elodie attend sur scène pour la suite, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout. Et je vais retourner une carte et je vais lire dans vos pensées. Non. Non. Je vais avoir peur après. Vous aviez choisi... Alors, qui étaient les 3 personnes? Il y avait dit Al-Khwarizmi. Oui, c'est ça. Bon, alors on n'explique pas pourquoi. On ira voir au stand de l'INRIA pour savoir comment ça marche. On va tout de suite. Merci beaucoup Nathalie Revol et Florent Masseglia d'être venus.